se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et comme promis, on va enfin filmer un nouvel update lecture. Il y a beaucoup de livres. Je vous la filme en speed avant de partir chez mon papa, puisque nous sommes mardi 8 septembre et que demain matin je prends l'avion. Donc voilà, on va se dépêcher un petit peu et on va commencer tout de suite avec le premier livre, enfin les deux premiers livres, puisqu'il s'agit du tome 4 et 5 des 7 sœurs de Lucinda Riley. Si vous êtes nouveau ici, déjà bienvenue, et ensuite préparez-vous à être totalement saoulé, submergé par mon amour pour Lucinda Riley et plus particulièrement pour la saga des 7 sœurs, puisque j'ai enfin lu le tome 4, La sœur à la perle, qui va parler de Céléano d'Apliez, aka Sissi, et le tome 5 qui parle donc de Tiggy, de Taïget, aka Tiggy, la sœur de la lune. Et oh, mon dieu, comme j'ai aimé ces deux bouquins. J'ai plus particulièrement aimé le 5 plus que le 4. Mais franchement j'ai juste adoré. Le tome 5 est définitivement dans le top 3 des tomes des 7 sœurs. Mes préférés sont, on va dire, le 1, le 3 et le 5. Voilà, à peu près dans l'ordre d'importance en plus. Et donc la saga des 7 sœurs est publiée chez Charleston. Et j'ai eu le petit et le gros que j'ai trouvé d'occasion, donc j'en suis très contente. Pour vous résumer l'histoire rapidement, c'est l'histoire de 7 sœurs, les sœurs d'Apliez, qui ont été adoptées aux 4 coins du monde par un riche homme d'affaires suisse. Et donc elles ont toutes grandi dans une grande maison en Suisse. Et un jour, leur père adoptif va décéder, donc elles vont toutes se retrouver à Atlantis, c'est là où elles habitent. Et comme cadeau d'adieu, leur père va non seulement leur léguer de l'argent, mais aussi les coordonnées géographiques d'où elles viennent en fait, donc la longitude et latitude qui correspondent à leur lieu de naissance. Donc en fait chaque roman retrace l'histoire d'une sœur. Si vous aimez les romans de voyage, les romans aussi un petit peu historiques, puisque chaque histoire donc s'ancre dans un pays différent, et on a forcément l'histoire du personnage qui s'entremêle avec l'histoire avec un grand H du pays. Donc voilà, je vous spoil pas où ça se passe, etc. Le premier tome est fantastique, on va suivre Maya, l'aînée des 7 sœurs, et c'est juste fantastique. On est dans le pays en question, je crois que j'avais spoilé dans mes précédents updates lecture où se passait le premier tome, mais là je vais vous laisser le découvrir, surtout si vous n'en avez pas encore entendu parler sur la chaîne. Ce que je peux vous dire, c'est que si vous aimez découvrir de nouvelles cultures, si vous aimez avoir l'impression réellement de voyager avec un roman, d'être dans le pays, de goûter tout ce que le personnage goûte, de voir les couleurs, de ressentir voilà, le vent chaud ou alors le froid quand on est dans des pays froids, ces romans sont incroyable. La plume de Lucinda Riley est folle, les traductions sont très bonnes, donc sautez dessus. Le troisième livre que je vais vous présenter ne va pas beaucoup vous changer des deux précédents, puisqu'on reste chez Lucinda Riley avec un roman historique slash voilà de voyage avec La jeune fille sur la falaise de Lucinda Riley. Elle est toujours aux alentours à peu près de 5 à 700 pages, mais ça se lit très bien, même pour les personnes qui ne sont pas forcément des gros lecteurs. C'est des livres qui fonctionnent très bien parce que ça se lit très bien, c'est très fluide comme écriture, et en fait vous êtes tellement happé par le scénario, tellement happé par l'histoire, tellement finalement en symbiose avec les personnages que vous ne pouvez littéralement plus les poser. Donc voilà, j'ai fait l'acquisition il y a déjà très longtemps de ce roman que je n'avais jamais lu. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au début j'étais très sceptique parce que la traduction est très mauvaise, je trouve. Ce qui n'est pas le cas sur la saga des 7 sœurs, mais ce livre-là est sorti 3 ans avant le premier tome de la saga. Donc ça peut peut-être expliquer voilà, ce problème de traduction, mais voilà, j'ai trouvé que parfois les phrases étaient maladroites, mal tournées. Et je pense pas forcément que ce soit l'œuvre de Lucinda Riley, mais plutôt de la traduction qui est peut-être pas très bonne, puisque ce n'est pas la même traductrice que celle qui a fait des sagas. Enfin, elles sont deux à avoir fait la saga. Mais en tout cas, voilà, celle-ci c'est pas forcément très bon.
Donc voilà, je préfère prévenir parce que ça peut peut-être un peu déranger au début. Donc si ça vous dérange, accrochez-vous parce qu'il se trouve que c'était un énorme coup de cœur. J'ai adoré, comme d'habitude avec Lucinda Riley. J'ai peut-être accroché moins vite, mais ça m'a tout autant happée. J'ai pleuré 2 fois. L'histoire est très très touchante puisqu'on va suivre une petite fille qui s'appelle Aurora et qui a en fait la fâcheuse tendance d'aller se promener au bord d'une falaise en robe de nuit le soir. Elle ne le fait pas exprès puisqu'elle souffre de crise de somnambulisme et un jour Grania, irlandaise de naissance, retourne chez ses parents en Irlande, va se balader et découvre Aurora au bord de la falaise. Voilà pourquoi ça s'appelle La jeune fille sur la falaise et donc c'est l'histoire de Grania et Aurora qui commencent à tisser des liens comme ça et puis on va comme toujours chez Lucinda Riley tomber un petit peu dans les profondeurs historiques des 2 familles, voir comment est-ce qu'elles sont liées depuis toujours et être happée dans une sorte de flashback historique très émouvant. Donc voilà, je vous le conseille vraiment, je peux pas en dire plus, mais c'est très 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 bon. Ensuite, je vais vous présenter un pur chef-d'œuvre. Je viens à peine de le finir, c'est mon 17e livre de l'année. Il s'agit de Un été sans les hommes de Siri Husvet, édité chez Babel. Et mon dieu, quel coup de cœur! C'est un tout petit livre, il fait 215 pages. Et c'est d'une grande, grande, grande poésie. J'ai découvert ce livre sur la chaîne de l'incroyable, la fantastique, la seule et l'unique Alex Bouquin-Prada qui, comme vous le savez maintenant, est ma booktubeuse préférée au monde. Voilà. Vraiment, je l'aime d'amour, voilà, je dévore ses vidéos littéralement. Et vraiment, quand elle l'a conseillé et qu'elle a vanté ses mérites comme un livre d'une grande poésie qu'il fallait savourer avec une plume totalement à part, j'ai sauté dessus, je l'ai acheté, le titre me parlait énormément, donc je l'ai acheté et je n'ai pas été déçue. C'est un roman qui est pas forcément très accessible, dans le sens où c'est une écriture qui est très très chargée, dans le sens où la plume est très très bonne, très très, comment dire, c'est un langage de haut niveau je trouve, puisque ce n'est pas de l'écriture classique on va dire, il y a beaucoup de poésie qui s'entremêle dans ces phrases, dans ces paragraphes, dans ces pages. Et donc parfois il y a beaucoup de double sens, il y a beaucoup de poèmes et donc il faut être, je pense déjà à la base, habitué peut-être à saisir les doubles sens de la poésie, à savoir décrypter ce que le poète ou voilà la poète veut dire, parce que les pages sont bourrées de poésie. Au sens propre et au sens figuré, il y a des poèmes, mais c'est beaucoup entremêlé aussi dans les phrases. C'est du haut niveau en termes d'écriture. C'est vraiment de la haute voltige. C'est une plume d'une extrême qualité. Siri Husvet est un écrivain de talent. C'est indéniable et vraiment j'en ai fait une story sur mon compte parce que j'étais bluffée par la qualité de sa plume. Donc si vous voulez lire quelque chose de très bon, quelque chose de très piquant et en même temps de très naturel, c'est-à-dire qu'à chaque fois elle disait quelque chose et je me faisais une réflexion sur ce qu'elle disait et ce qu'elle écrivait après c'était exactement ce que je venais de me dire. Enfin, c'est très très instinctif et en même temps ça demande d'être très à l'écoute et voilà, ça demande une certaine, je pense, une certaine habitude, voilà, ça demande d'être un petit peu familier avec les livres et en particulier avec les livres qui ne sont pas forcément très accessibles en termes voilà, de niveau de langage. Donc voilà, si vous aimez ce genre de bouquin, jetez-vous dessus, c'est plein de féminisme, de poésie, de réflexion. Voilà, c'est très très bon, très 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 bon. Ensuite, j'ai lu un classique indéboulonnable, comme dirait Alex. J'ai lu Phèdre de Racine, édité voilà, chez Folio Classique. Et mon dieu, qu'est-ce que j'ai aimé cette pièce. Ma pièce préférée de tous les temps, c'est Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand. Et je pense honnêtement que Phèdre se classe en deuxième, peut-être en troisième position en fait, parce que j'ai adoré Antigone. Peut-être en troisième position. Mais alors j'ai adoré Phèdre, j'ai trouvé la tragédie très intéressante, j'ai adoré les personnages, j'ai évidemment adoré Phèdre, mais j'ai également adoré Hippolyte que j'ai trouvé fascinant.
Le personnage d'Hippolyte m'a beaucoup plu, Phèdre m'a énormément plu. Donc voilà, j'ai adoré, ça se lit très vite. On a quelque chose comme 150 pages, ouais, on a 150 pages, ça se lit vraiment très vite. C'est un classique de chez classique, mais alors j'ai adoré. Donc si vous ne l'avez jamais lu, je vous conseille vraiment de vous pencher dessus parce qu'il en vaut la peine. Je pense qu'une fois que vous arrivez à 17, 18, 19, 20 et plus, c'est un livre que vous pouvez vraiment appréhender, voilà, vraiment saisir le sens, voilà, de la profondeur de ce texte. Parce que je trouve que le faire lire à des adolescents ou enfants, voilà, plus jeunes, c'est pas forcément une bonne idée. Je pense que si je l'avais lu au collège ou au lycée, je ne l'aurais pas apprécié de la même manière. Là, j'ai vraiment adoré. C'est du Racine, c'est très bien écrit. Les vers sont incroyables. C'est tout écrit en vers. C'est juste incroyable. Alors vraiment lisez-le. Avant-dernier livre et quelque chose qui change un petit peu. On va totalement changer de registre puisque je vais vous présenter les plus grandes femmes de la science de Jean, je crois que c'est Jean-Claude, parce que c'est marqué Jean C. Baudet, qui est un professeur de philosophie qui donc a réalisé ce livre édité chez La Boîte à Pandore. Et donc c'est un livre sur les plus grandes femmes de la science, comme son nom l'indique. Donc vous avez un livre qui est bourré d'illustrations et de noms, tous plus intéressants les uns que les autres. De Marie Curie, voilà, en passant par sa fille Irène. C'est vraiment très intéressant, c'est très bien de se rappeler que beaucoup de femmes ont contribué et quelle contribution à la science et qu'elles sont malheureusement parfois trop oubliées. Donc voilà, j'ai vraiment adoré ce bouquin, je l'ai savouré, moi qui suis passionnée de sciences, d'astronomie, voilà, la physique, chimie, c'était vraiment mon truc. Et voilà, vraiment j'ai passé un super moment en lisant ce bouquin. J'ai trouvé que Jean Baudet avait des choses intéressantes à dire. J'étais vraiment très contente de découvrir ce bouquin. J'en ai un autre qui sont les plus grandes inventions, un truc comme ça. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de lire l'autre. Et puis en tout cas, je vous conseille vraiment celui-ci si vous voulez un petit peu vous renseigner sur voilà, ce qu'ont réalisé des femmes de talent. Et si vous êtes un petit peu intéressé par la science, évidemment, parce qu'il y a beaucoup de contenu scientifique à l'intérieur. Mais voilà, en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Et je trouve que la couverture est magnifique. Donc voilà. 7e et dernier livre, j'ai lu le nouveau roman de Guillaume Musso, La vie est un roman. Et j'ai un bilan très mitigé. Voilà, je sais pas trop quoi vous dire sur ce roman. Il y a beaucoup de choses que j'ai vraiment aimé. J'ai trouvé que l'intrigue, les persos, l'histoire, il y avait vachement de potentiel. Il y a des choses qui ont été très bien exploitées, je trouve. Après voilà. Et vous le savez, j'ai un problème avec la légitimité, c'est-à-dire que qui suis-je pour critiquer le livre de Guillaume Musso qui fait un livre par an et qui gagne très bien sa vie grâce à ses bouquins, qui est publié et qui a du succès. Bon, on en est là pour ça, alors j'essaye. Mais tout ça pour dire que j'ai un bilan très mitigé. Voilà, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de recyclage par rapport à ces anciens romans. J'ai trouvé que parfois des phrases étaient mal tournées. Ouais, j'ai trouvé que parfois ça manquait que c'était pas poli en fait, si vous voulez, comme roman. J'avais l'impression que c'était presque comment dire, la version qu'on envoie pour correction en fait. Voilà, un peu le brouillon, enfin le manuscrit de départ en fait qui attend d'être corrigé. J'ai trouvé que oui, parfois certaines phrases manquaient de légèreté, manquaient de poésie, que ça aurait pu être mieux tourné. Donc voilà, comme je disais à mes amis, je sais pas si ça a toujours été comme ça, mais que en fait, en grandissant, je lis de plus en plus de choses qui sont très bien écrites, et que du coup, je me rends compte que la plume de Guillaume Musso n'est pas forcément toujours polie comme ça pourrait l'être. Ou alors, si c'est juste qu'au fil du temps, ça s'essouffle un peu, il faut savoir qu'il a quand même un contrat d'un roman par an, c'est énorme. Et je veux bien croire que avec une telle charge de travail, ce soit compliqué à force de se renouveler, de faire des choses qui soient toujours bonnes, toujours excellentes. C'est vrai que j'avais trouvé que La jeune fille et la nuit manquait aussi peut-être un peu de vernissage.
Après j'avais trouvé La vie secrète des écrivains très bien. Donc bon, je sais pas quoi vous dire honnêtement. Si je devais être totalement honnête, je vous dirais de pas forcément dépenser votre argent, sachant que c'est quand même assez cher. C'est un roman qui vaut 21,90 €. Dépensez votre argent autre part honnêtement. Lucinda Riley par exemple, voilà, à tout hasard. Phèdre, voilà. Mais ça vaut pas forcément la peine de mettre 21,90 € dedans. Ou alors attendez qu'ils sortent en poche. Parce que là 8 € bon d'accord. Mais là ouais je trouve que c'est un petit peu cher honnêtement. La couverture est très belle. Mais ouais. Je trouvais qu'il y avait mieux à faire, mais bon, j'aime Guillaume Musso, il restera toujours dans mon cœur. J'ai commencé à lire avec Guillaume Musso. Voilà, il y a une connotation particulière pour moi. C'est un écrivain que je sais de talent. Il a écrit beaucoup de choses qui, je trouve, sont très bonnes. Donc voilà, bon, j'ai moins accroché sur celui-ci. Ça arrive, voilà. Et bah écoutez, c'est déjà tout pour cette update lecture. J'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aura peut-être donné envie de faire de nouvelles lectures. Et puis en tout cas, moi je vous fais de gros bisous et je vous retrouve la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Ciao!